Hello and welcome to DocPod, your portal to the world of medical insights and enlightenment. Join us as we delve into the fascinating world of healthcare, sharing insights, expertise, and stories that will leave you informed and inspired. Whether you're a healthcare professional, a student, or simply someone curious about the latest in medicine, you have come to the right place. So, in today's very special episode, we will dive into the intricate world of psychodermatology, where the complexities of the mind intersect with the mysteries of the skin. So, to make this discussion even more special, we have chosen to speak exceptionally in French to welcome our guest, a renowned expert in her field, Dr. Rajou, who will share her expertise and knowledge with us. So sit back, get comfortable, and get ready to explore the connection between the mind and the skin like never before. Donc, Dr Rajou, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. On est heureux de vous accueillir. Premièrement, on voudrait que vous vous présentiez et que vous nous dites un peu plus sur ce qui vous passionne et votre parcours dans ce domaine de la dermatologie. Oula, c'est une colle que vous me posez là parce que je ne sais vraiment pas me présenter. Il y a tellement de choses passionnantes, il y a tellement de choses à dire. Je vais faire très simple, je vais vous dire moi c'est Jihan. J'ai toujours été dermato, non, j'ai pas toujours été dermato, j'ai toujours été passionnée par la peau, par la beauté, ça m'a toujours fascinée la peau humaine, d'où mon parcours en tant que dermatologue. Et cette fascination, en fait, elle dépasse la peau et je suis aussi fashion designer et je suis aussi hypnothérapeute et je suis aussi maman et je suis mère de famille et je suis fashion victime et donc il y a tellement de choses à dire qu'on va se contenter de dire Jeanne, voilà. Ok, enchantée, Dr Jeanne. Qu'est-ce qui vous a attiré vers le domaine de la psychodermatologie et qu'est-ce qui a inspiré votre intérêt pour le traitement des aspects psychologiques des affections cutanées? En fait, mon histoire avec la psychodermatologie n'est pas très belle en fait parce que tout a commencé par un burn-out. Donc, j'ai toujours été passionnée de dermato. J'ai travaillé avec acharnement, avec zèle, pendant des heures et des heures en faisant l'horaire continu de façon interminable. Et à un certain moment, mon corps est arrivé à bout, ma tête est arrivée à bout, j'en pouvais plus. Et j'en suis arrivée même à détester mon métier, à détester la médecine, à détester la dermato, d'où le gros burn-out. Et pendant cette période d'arrêt, j'ai réalisé qu'en fait, ce burn-out, il n'était pas uniquement dû à la fatigue physique et morale causée par la charge du travail, mais aussi par cette frustration que j'avais au quotidien de devoir annoncer à mes patients que c'était chronique, que ça va revenir, qu'on va rien y faire. Et cette déception que je voyais dans leurs yeux, qui me faisait vraiment mal. Parce que je me disais, ils viennent vers moi, ils veulent que je leur trouve une solution. Ils veulent que je les soigne, que je les guérisse. Et là, je suis dans l'incapacité de le faire. Qu'est-ce que je vais leur proposer? Des traitements symptomatiques, quelque chose pour calmer les démangeaisons, quelque chose pour calmer une poussée de psoriasis. Et ça, c'est très frustrant et usant à longueur de profession, surtout qu'étant moi-même quelqu'un de très empathique. Et pendant cette traite que j'avais faite, où je voulais carrément changer de carrière, où je voulais aller vers autre chose, pendant cette réflexion et pendant plusieurs thérapies que j'ai faites, dont certaines qui m'ont aidée et d'autres qui m'ont plus enfoncée, je suis arrivée à cette conclusion que finalement, la dermatologie, la psychologie et l'humain de manière globale et générale sont indissociables. Donc on ne peut pas soigner l'humain sans nous attarder sur le mental, parce que c'est le mental justement qui est notre moteur, qui nous donne l'envie de faire ou pas faire, et moi-même la première. Et ça a commencé là, j'ai commencé à lire, à me documenter, à me former, et ça a facilité justement la reprise du travail avec une nouvelle énergie, avec un nouveau souffle et avec une nouvelle flamme justement. Donc voilà, c'est mon histoire avec la psychodermatologie. Donc, on passe à la troisième question, qui est, pouvez-vous nous expliquer la relation entre les facteurs psychologiques et les affectations dermatologiques et comment ils s'influencent mutuellement? Alors déjà, la peau et l'émotionnel et le système nerveux central, ils ont une origine embryologique commune déjà.
de base, c'est les cellules ectodermiques qui se différencient en cellules cutanées et en cellules gliales et cellules Oui. nerveuses. Et puis, on a la crête neurale aussi, qui se différencie en cellules de cheval, en cellules en mélanocytes, etc. Donc, cette origine embryologique commune fait que le système nerveux central et la peau sont, on ne va pas dire la même chose, mais ils ont une même origine. Ils ont les mêmes ancêtres. Ouais. Et par conséquent, ils sont liés. Donc, de ce fait, la peau impacte le mental et le mental impacte la peau. Et puis, la peau, c'est la première barrière de défense, en fait. C'est le premier contact avec le milieu extérieur. Ouais. Donc, à chaque fois qu'on subit une agression, c'est la peau qui nous défend. Cette agression, elle peut être physique, elle peut être thermique, elle peut être morale, elle peut être de toutes sortes. Et dans ce cas-là, c'est l'émotion, c'est le mental, c'est la peau qui agissent en synergie pour nous défendre après tout. Donc, quand on a une brûlure, c'est simple, il y a de l'inflammation, il y a de la rougeur, ça fait mal. On va dire, attention, ça brûle, il ne faut plus toucher. C'est pareil pour l'émotion. Quand on a une forte émotion, quand on a un gros stress, quand on a un gros choc, la première qui va réagir chez certains, malheureusement pas chez tout le monde, parce que quand la peau elle réagit, elle attire notre attention. On la voit, c'est visuel. Malheureusement, c'est pas le cas chez tout le monde, et là, il y a d'autres organes qui réagissent et c'est un petit peu plus compliqué. Donc, au détour d'une agression, ou d'une peur, ou d'une angoisse, la peau, elle va le manifester. Soit elle va rougir, soit elle va pâlir, soit on va commencer à avoir de la transpiration excessive, soit on va développer des maladies, du psoriasis, une pelade, un vitiligo. Donc tout ça pour dire que l'émotion, le mental et la peau sont liés et que de toute façon, on ne peut pas prendre la peau isolée. Il faut absolument l'inclure dans ce cadre moral et mental. Parfait. Voilà. Et pouvez-vous préciser, peut-être donner quelques exemples de certains problèmes ou troubles psychologiques courants et qui sont fréquemment associés aux affections dermatologiques? Alors, les troubles psychologiques associés aux affections dermatologiques ou les affections dermatologiques associées aux troubles psychiques. En fait, tout est lié. Tout est lié. On va souvent entendre parler de maladies psychosomatiques. On va parler, par exemple, disons, on va dire, je sais pas moi, une personne déprimée, elle va peut-être développer du psoriasis. On va trouver plus de psoriasis chez les déprimés que chez des gens qui ne le sont pas. Ou bien, on va trouver de l'anxiété. Ou bien, on va trouver une trichotillomanie. Ou on va trouver une psychose maniaco-dépressive. En tout cas, tous les troubles psychologiques vont être liés à des manifestations cutanées plus ou moins importantes en fonction du terrain, en fonction de la constitution de chacun, en fonction de la perception, parce qu'il y a le mental et aussi la personnalité de chacun. Donc, je sais que là, je n'ai rien dit en fait. J'ai beaucoup parlé, mais je n'ai pas été explicite parce que c'est très compliqué d'appliquer la règle de 1 plus 1 est égal à 2, telle pathologie plus tel trouble mental, ça va donner ça. C'est très complexe. Si c'était aussi simple que ça, on n'aurait pas eu autant de mal à gérer toutes ces pathologies et tous ces patients. Mais en tout cas, je peux vous dire que souvent, quand il y a un terrain anxieux, que ce soit en anxiété antérograde ou que ce soit en anxiété rétrograde, quand il y a de la rigidité mentale, quand il y a de la peur, quand il y a de la dépression, automatiquement, soit c'est la peau qui va parler, soit c'est les ongles, soit c'est les cheveux, dans les meilleurs des cas. Voilà. Comment évaluez-vous et diagnostiquez-vous les résultats psychologiques et les troubles psychologiques qui apparaissent chez les patients, par exemple, qui souffrent de problèmes de peau? Et comment vous procédez? Alors, je vais vous parler de comment on va procéder de manière académique. On a des échelles, par exemple, à titre d'exemple, je vais vous dire le PASI pour avoir l'impact du psoriasis sur le mental et la qualité de vie. On a plusieurs échelles. Mais là encore, il y a le théorique et il y a la réalité, en fait. L'impact de cette... quand on essaie de remplir, cocher nos cases et mettre des mots dessus, des fois, on n'est pas assez pertinent en fait, parce que les réponses elles sont biaisées, il y a de la timidité, il y a du malaise, il y a des fois du déni.
Alors, personnellement, comment j'évalue l'impact? C'est dans le regard, en fait. C'est en regardant mon patient, c'est dans ses yeux que j'arrive à percevoir à quel point cette affection est douloureuse émotionnellement pour lui ou pas. C'est son langage non verbal, c'est le langage corporel, comment il en parle, comment il se présente en consultation, comment il décrit sa souffrance, sa douleur, quel est le poids psychologique de ce qu'il présente sur son quotidien. Et ça, ce n'est pas palpable. C'est pas possible de le mettre sur une échelle ou de mettre des graduations. J'aimerais bien pouvoir justement en trouver une, mais jusqu'à présent, malheureusement, il n'y en a pas. Yeah. Ok. Et quelle approche de traitement ou intervention utilisez-vous généralement pour aborder les aspects psychologiques des affections puériles? Alors, les moyens de traitement, donc déjà, bien évidemment, tout ce qui est traitement, tout ce qui est conventionnel, donc une ordonnance et des médicaments et des bilans, etc. Mais ce n'est qu'une partie du traitement. Donc, souvent, je fais un petit entretien très court avec mon patient et des fois, pendant l'entretien, il n'a même pas besoin de parler, mais c'est sa gestuelle, c'est sa mimique, c'est son regard, c'est comment il se comporte où je fais plus ou moins, j'établis un petit profil. Et en établissant ce profil, j'engage la conversation avec lui, histoire de le faire parler, histoire de le faire exprimer ses souffrances, ses angoisses, qu'est-ce qui le dérange. Est-ce que c'est réellement la maladie qui l'amène ou c'est autre chose? Donc, on va creuser un petit peu plus profond. Certes, c'est pas mon travail, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, c'est pas mon métier de faire ça. Moi, je fais que enlever la poussière sur certaines choses, éclaircir quelques zones d'ombre et puis, le cas échéant, adresser le patient ou la patiente à des professionnels, donc psychologues, psychiatres, hypnothérapeutes, etc. Mais des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que moi pour faire la thérapie. Je ne suis pas capable de faire une thérapie cognitivo-comportementale, mais par contre, je pourrais savoir que tel ou tel patient ou patiente en a besoin pour pouvoir évoluer. Voilà, donc je détecte, je fais le diagnostic, j'en parle au patient, je vois déjà s'il est réceptif ou pas à l'idée, parce que malheureusement, c'est pas tout le monde qui est dans l'acceptation, c'est pas tout le monde qui accepte cette démarche psychologique. Donc, si le patient est d'accord et que cette approche lui convient, on en discute un petit peu plus amplement et puis je l'oriente. Si le patient est hermétique et qu'il ne veut pas, je n'empiète pas sur sa liberté, sur sa manière de voir les choses et je me contente dans ce cas-là de mon rôle de dermatologue conventionnel. Alors, pouvez-vous partager avec notre public des histoires de succès ou bien des études de cas qui illustrent le rôle de l'intervention en psychodermatologie dans le soin d'un patient? Alors, j'en ai plein, mais en même temps, je n'aurais pas la prétention de dire que tous les patients adhèrent. Donc, j'ai beaucoup d'histoires avec des happy end qui sont très sympas, où où les patients sont guéris. Je suis désolée pour le Oui, lapsus. c'est pas grave. Où les patients ils sont guéris, ils évoluent bien. J'ai des pelades universelles qui ont retrouvé, je dirais peut-être pas 100% de leurs cheveux, mais on dirait 90% que ça ne soit plus affichant. J'ai des patients ayant un vitiligo qui sont en rémission complète, certains qui ont des psoriasis qui sont aussi en rémission complète et qui comprennent même pas pourquoi la crise elle vient plus. Donc des eczémas, il y en a plein, il y en a. Après, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Des fois, il suffit d'une seule consultation et le déclic est fait. Des fois, il en faut 2 ou 3, mais ça dépend de comment la communication elle passe avec le patient ou la patiente. Mais en tout cas, il y en a. Alors, comment certains guérissent et d'autres pas? Donc déjà, c'est l'acceptation. Déjà, cette approche, soit ça nous parle et on adhère, soit ça ne nous parle pas du tout. Et là encore, c'est le non-verbal, c'est le langage corporel qui nous donne des indices où on se dit, ce patient-là, il adhère ou pas. Donc quand il adhère, on y va direct, on déterre pas tous les cadavres, mais quelques-uns. On parle je pose certaines questions qui donnent à réfléchir et je donne des stratégies thérapeutiques où le patient est inclus dans sa prise en charge. Pour ma part, je vais donner juste des outils.
D'accord? Malheureusement, il y en a qui n'adhèrent pas. Donc, première consultation, le patient n'adhère pas. Ce qu'on va faire, on va lui expliquer déjà la relation entre le stress et la maladie. Parce que souvent, on va se dire, ouais, le stress est la maladie du siècle, tout le monde est stressé. Et de toute façon, c'est trop facile. Toutes les maladies auxquelles on ne trouve pas de solution, on va dire, c'est le stress. Donc, des fois, le patient ou la patiente, il a l'impression que juste on veut le liquider, on veut le bazarder, on veut lui dire je suis désolée, je peux rien faire pour toi, c'est le stress. Gère ton stress, débrouille-toi, c'est ton problème. Alors que non, en fait, on explique par A plus B parce qu'en fait, le stress, il va agir au niveau hormonal. Ce sont des sécrétions. C'est l'axe hypothalamo-hypophysaire qui est sollicité, fortement sollicité, et c'est la glande surrénale qui est fortement sollicitée. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? De grosses sécrétions de cortisol, de l'adrénaline, des androgènes, bref, tout l'axe hypothalamo-hypophysaire, il est perturbé. Et avec ces perturbations endocriniennes, on va avoir de l'inflammation qui va se manifester au niveau de la peau. Donc cette inflammation, elle va aggraver des maladies préexistantes ou elle va même les déclencher. Donc le patient, quand on lui parle comme ça, il comprend que cette inflammation, c'est pas le stress en lui-même. Je me suis disputée avec mon mari et j'ai le psoriasis. C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que cette dispute, elle a fait des sécrétions hormonales, beaucoup de cortisol, qui a fait que, madame, vous avez eu beaucoup d'inflammation dans votre corps. La peau, elle réagit, elle entend, elle sent l'inflammation. C'est la première barrière de défense contre les agressions extérieures. Et ben, elle va s'inflammer. Les kératinocytes vont proliférer, et ça va vous donner un psoriasis. Donc, quand on explique et qu'on comprend le pourquoi du comment, c'est beaucoup plus simple. Et là, j'ai pris l'exemple du psoriasis, on pourrait prendre l'exemple du vitiligo, on peut prendre l'exemple de la pelade, du lichen, il y en a tellement. De toute façon, que ça soit en maladie auto-immune ou en maladie inflammatoire, c'est quasiment le même principe. C'est où on a des hypersécrétions qui vont provoquer justement des réactions cutanées. La peau, elle se défend à sa manière, où elle va donner des boutons, elle va dépigmenter, ou elle va se colorer, ou en tout cas elle va réagir, elle va nous donner un signe visible, ou c'est l'auto-immunité. Et donc c'est cette balance entre nos petits soldats, notre système immunitaire qui est censé être là pour nous défendre. Et qu'est-ce qu'on fait? En étant déstressé de la vie, des angoissés, des rigides, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner ce signal de danger permanent. Non, danger permanent, ça veut dire qu'on appelle les petits soldats, on leur dit venez, le corps il a besoin de vous, vous devez attaquer. Donc, on a donné le signal du danger. Et après, avec ces réflexions excessives, la culpabilité, l'angoisse, l'anxiété rétrograde, l'autoflagellation, ces retours en arrière pour se torturer, pourquoi j'ai pas fait ceci, pourquoi j'ai pas fait cela, j'aurais dû et j'aurais pas dû, et bref, c'est de l'autoflagellation. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va donner au corps ce signal que nous-mêmes, c'est nous le danger en fait. Je lui dis qu'il y a un danger et je lui dis que c'est moi-même le danger pour moi-même par cette culpabilité. Donc le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Les petits soldats, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont attaquer. Voilà, donc c'est le mécanisme de l'auto-immunité. Donc quand on explique ça et que le patient ou la patiente est conscient et qu'il comprend et qu'il arrive à faire cette relation de cause à effet direct, on arrive à avoir des résultats spectaculaires. Donc, mais vraiment des résultats qui sont, je dirais pas bluffants, je dirais pas le miracle, mais c'est comme... Et c'est tellement agréable de voir un patient ou une patiente qui était au bout de sa vie, qui croyait que c'était une maladie chronique et qui n'allait jamais en guérir, et que juste une fois, il a compris son problème, il a compris d'où ça vient, il arrive à se débrouiller tout seul, je lui donne les outils, il n'a plus besoin de moi pour se soigner, il se soigne tout seul, il n'a plus besoin de médicaments, il a besoin juste de changement, de changer sa manière d'être, sa manière de se comporter avec lui-même. Et dans ce cas-là, c'est la guérison. Après, ça va peut-être prendre une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas combien de temps, mais en tout cas, je peux vous affirmer que j'ai des cas, mais qui ont guéri, leur vie a changé, juste parce qu'on a changé d'approche et qu'on est sorti des sentiers battus, du chronique, du médicament, de l'ordonnance que je dois aller acheter à la pharmacie pour guérir. Et ben non, il y a des maladies qu'on guérit, pas avec une ordonnance, mais avec des mots, avec des paroles, avec un sourire. Et c'est toute la beauté de la psychodermatologie, justement. Merci.
Et comment collaborez-vous avec les dermatologues et les autres professionnels de santé pour fournir des soins complets aux patients présentant des préoccupations psychodermatologiques? La vérité, c'est un peu compliqué parce que, pour être honnête, on ne travaille pas, on ne collabore pas, mais on adresse. Par exemple, moi, je fais ma part du travail, je vais diagnostiquer une dépression, je vais diagnostiquer une trichotillomanie, je vais diagnostiquer une anxiété, un syndrome anxieux sévère, je vais adresser à un psychiatre si besoin ou à un psychologue. Mais ça s'arrête là. Malheureusement, ou du moins à Marrakech, nous n'avons pas cette approche pluridisciplinaire où on joint le mental à la peau, ou du moins je ne suis pas au courant. Si ça existe, je ne suis pas au courant. Parce que je suis quelqu'un de très introverti, contrairement à ce C'est qu'on peut normal. croire. Contrairement à ce qu'on peut croire. Je suis quelqu'un de très introverti, de très impliqué dans mon cabinet, mais je ne sais pas trop ce qui se passe à l'extérieur. Donc voilà. Pour ma part, je dirais qu'il n'y a pas vraiment une collaboration, mais ce serait sympa justement qu'il y en ait. Voilà. Ok. Donc, certes, ce domaine de la psychodermatologie est très fascinant, mais quelles sont les interventions ou bien les recherches dans ce domaine qui vous enthousiasment le plus? Alors, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. En psychodermatologie, on n'a pas beaucoup de recherches. Mais le peu qu'on retrouve actuellement, il y a l'épigénétique qui est très très intéressante, cette piste qui est vraiment intéressante en psychodermatologie et qui peut changer beaucoup. On a aussi les études sur le microbiome cutané, donc, et le microbiome cutané avec son impact sur l'anxiété, sur la dépression, sur les émotions. Et ces recherches-là, elles sont très intéressantes et je trouve que c'est une piste extraordinaire, que ça soit pour la dermocosmétique, que ça soit pour la dermatologie, que ça soit pour la psychodermatologie. Parce que malheureusement, on a certaines molécules en dermocosmétique qui sont agressives pour le microbiome cutané. Et certes, je vais soigner une plaie, je vais soigner un bouton, je vais soigner une tache, mais à côté, j'ai déséquilibré tout un microbiome et avec ce déséquilibre, je ne sais même pas quel impact il va y avoir sur le reste du corps. Et donc, ça, ce sont des pistes très intéressantes. Il y a aussi, bon, je dirais pas si quand même, je vais mêler deux choses complètement différentes. C'est la psychodermatologie et les études en écologie, en étant éco-responsable, parce que plus on va s'orienter vers ces recherches en psychodermatologie, moins on va avoir besoin de cosmétiques qui sont agressifs et polluants pour la planète. Donc, et moins on va utiliser ces désinfectants, ces détergents, ces molécules qui vont déséquilibrer la faune plutôt et la flore de la planète, moins on va utiliser des produits qui vont passer dans la nappe phréatique, plus on va être éco-responsable. Et puis notre morale et notre santé mentale, elle passe aussi par la santé de notre planète, la santé de notre planète et l'impact sur nous, donc tout est lié en fait. Donc ces domaines de recherche sur l'épigénétique et sur le microbiome, je trouve que ça pourrait être très très intéressant pour limiter justement la consommation, limiter la production et pouvoir tout ce qu'on peut soigner avec le minimum de produits, avec le minimum de ressources, serait intéressant. Si je peux soigner avec un câlin, ça coûte rien, Et c'est mieux. et c'est mieux, et c'est tout bénéfice pour tout le monde, par un sourire, par une parole, voilà. Donc j'aimerais bien qu'il y ait des ordonnances dans ce sens. Ok, parfait. Et comment abordez-vous l'éducation et l'autonomisation des patients pour les aider à gérer à la fois les aspects physiques et psychologiques de leur affection plurielle? Ben justement, c'est tout ça, c'est en leur expliquant. On leur explique le mécanisme. Les bobos que vous avez, les problèmes de peau, le didi qui vous amène chez moi, voilà la cause qu'il fait. Donc, si vous arrivez à gérer ça, vous n'aurez plus besoin de moi. Non, déjà ça, c'est autonomisation. Je leur donne les outils. Je leur parle d'alimentation, je leur parle d'hygiène de vie, je leur parle de sommeil, je leur parle de qualité de vie. Donc ce sont des outils. Et on leur explique justement que le médicament ou la prescription médicale, elle fait partie de ces outils. Et ce n'est pas le seul et unique.
C'est comme si on avait une table avec 3 piliers. Et donc, le médicament et mon ordonnance, c'est un pilier. Les 2 autres, ils sont essentiels. Elle ne va jamais tenir ma table si je n'ai pas les 2 autres piliers. Et en parlant à mes patients de cette manière, ils comprennent justement, ils adhèrent et ils sont impliqués dans le processus de soins. Ils comprennent que mon rôle, c'est de les diriger, de leur donner un diagnostic, de les orienter et de leur ouvrir les yeux. Mais qui va les soigner? C'est eux-mêmes, c'est pas moi. Moi, je donne juste les outils. Et une fois qu'ils comprennent ça, ils deviennent autonomes, ils deviennent indépendants et surtout, ils sont guéris réellement. On n'est pas dans les symptomatiques, genre on va appliquer cette crème ou ce produit et ça va aller et dans 2 ou 3 semaines, ça va revenir. Après, je ne vous dis pas que c'est miracle, ça ne marche pas chez tout le monde parce que malheureusement, justement, cette autonomisation n'est pas encore acquise. On doit encore ramer justement pour cette responsabilisation du patient. Donc voilà. Quel conseil donneriez-vous aux autres dermatologues ou bien les autres professionnels de la santé qui pourront rencontrer des patients avec des préoccupations dermatologiques, par exemple? La vérité, je n'aime pas donner de conseils parce que si je vais donner un conseil, c'est comme si je me plaçais en position de celle qui sait et je vous dis faites ceci et faites cela. Non, moi je ne sais pas. C'est juste un partage d'expérience. En tant Donc, que voilà, passionné par en tant que ce passionné domaine. par ce domaine, en tant qu'humain, Ouais. qu'être humain justement, qui a déjà été malade plusieurs fois dans sa vie, je dirais à tous les professionnels de la santé, soignez vos patients comme si vous vous soignez vous-même. Ouais. Proposez à vos patients des choses que vous Vous proposeriez auriez vous-même. à vous-même Oui. ou à votre enfant ou à votre parent ou à quelqu'un de très proche. Cette implication émotionnelle est très importante. Certes, ça va contre plusieurs courants de la déontologie et de l'éthique où on nous dit qu'il ne faut pas qu'on nous implique, où il faut qu'on reste en retrait, où il faut qu'on... Mais personnellement, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas un robot et je ne peux pas ne pas m'impliquer. Et plus je m'implique dans le processus de soins, plus le patient il le ressent. Parce qu'en fait, comme on a dit tout à l'heure, il y a le non-verbal, il y a l'implication. Donc, si je suis impliquée à 100%, si je l'écoute, si je le regarde dans ses yeux et que j'arrive à percevoir sa douleur, dans ce cas-là, je peux être efficace. Et voilà, c'est une très belle expérience que j'ai eue et que je voudrais partager avec mes collègues professionnels de la santé. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on se laisse faire, qu'on se laisse marcher sur les pieds. Il faut aussi être empathique et savoir dire non. Non, non et non. Non, parce que le patient, il est là parce qu'il a besoin d'être dirigé, d'être guidé, d'être orienté. On n'est pas là pour assouvir ses caprices. On n'est pas là pour faire ce qu'il veut. On est là pour faire ce que nous devons faire. Il nous paye pour avoir notre avis à nous. Il est venu chez nous pour avoir notre avis à nous. Donc, il faut qu'on le lui donne honnêtement et qu'on lui dise pas ce qu'il a envie d'entendre pour être le gentil et le sympathique de l'histoire. Non, c'est pas toujours comme ça. Des fois, on est le méchant de l'histoire, on est le mauvais, on est celui qui dit des choses qui blessent, qui font mal, qu'on n'a pas envie d'entendre. Mais il faut justement qu'on accomplisse ce rôle justement et avoir cet équilibre et cette balance entre écouter le patient, être empathique et agir dans son intérêt et contre ses attentes et ce qu'il voudrait. Parce que souvent, on peut proposer des choses magiques, miracles, abracadabra, hop, c'est fait. Mais est-ce que c'est dans l'intérêt du patient? Est-ce que c'est dans l'intérêt de ma patiente? Donc, et ça, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, particulièrement en esthétique, où on voit beaucoup de dysmorphophobie, où on voit des gens qui sont malades, qui se sentent très mal dans leur peau, qui n'acceptent pas leur corps. Quand ils se regardent dans un miroir, ils voient que de la laideur et qui ont recours à ces techniques de médecine esthétique justement pour régler leur mal-être. La médecine esthétique ne réglera jamais ce mal-être justement. Et c'est là où il faut savoir dire non. Madame,
Des lèvres plus enflées, plus pulpeuses, elles ne vont pas vous résoudre vos problèmes de vie. Des pommettes, elles ne vont pas vous résoudre vos conflits émotionnels et intellectuels. Donc, il faut savoir dire non justement, détecter est-ce que c'est une dysmorphophobie ou pas. Est-ce qu'il y a un besoin réel d'intervenir ou pas. C'est pas parce que telle ou telle personne veut qu'on fasse que nous, on va exécuter. Ouais. Donc, il faut savoir dire non. Voilà, et je me suis beaucoup répétée et je pense que je suis même emportée, mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et voilà, c'est le message que je voudrais transmettre. Voilà, pourquoi ben, quand quelqu'un se présente, surtout en esthétique, monsieur, madame, pourquoi vous voulez faire ça? Certes, c'est pas mon problème, c'est pas mon affaire, je ne suis pas là pour vous juger, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, mais je suis là pour vous orienter et que si vous sentez mal dans votre peau, c'est pas en faisant une liposuction que ça va aller mieux. Oui. Voilà. Bah, il nous faudra plus de médecins comme vous. Je sais pas, il y en a qui sont d'accord et d'autres pas, mais c'est ma manière de voir les choses et je continuerai à travailler comme ça ad vitam aeternam jusqu'à ce que je dépose ma blouse. Ben, c'est parfait. Bon, voilà, merci infiniment docteur Jihan Okhjou d'avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui et de partager avec nous ces informations pertinentes et judicieuses. Nous sommes convaincus que cet épisode permettra à de nombreuses personnes de mieux appréhender le lien entre leur état d'esprit et leur santé cutanée. Merci beaucoup. Ben, je l'espère vraiment et merci de m'avoir accueilli, merci de m'avoir donné l'occasion justement de m'exprimer par rapport à ce sujet et je tiens à dire que tous les propos que j'ai tenus durant ce podcast n'engagent que moi, que moi-même, que ma petite personne, que je ne tiens pas la vérité absolue, que c'est peut-être pas vrai, que c'est peut-être pas la bonne approche, mais en tout cas c'est la mienne. Voilà. Merci. As we wrap up this enriching episode of DocPod, we want to thank you for joining us on this exploration of medical knowledge and discovery. We hope you found our discussion as insightful as we did. Don't forget to subscribe to our YouTube channel to stay updated on future episodes. And remember, your health is your greatest asset, so keep seeking knowledge and empowering yourself to lead a healthier life. Until next time, stay inspired, stay informed, and stay healthy. This is DocPod, where medicine meets the mic.